Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en pleine forme pour une nouvelle édition de Motor Live, le Best of, votre émission consacrée aux 2, 3 et 4 roues. Autant que je vous prévienne tout de suite, la rédaction de Motor Live et moi-même, nous vous avons préparé un programme qui risque fort de ruiner votre brochille. Il y a de grandes chances qu'on vous mette la tête à l'envers, enfin moi non, mais Philippe Chanin, lui, c'est sûr. Il s'est rendu en Espagne pour essayer un véhicule absolument ébouriffant, le Polaris Slingshot, un engin improbable à 3 roues qui ressemble à un cabriolet, mais qui a quand même tout d'une moto en termes de sensation. Il n'était pas le même en revenant de cet essai. Un petit peu comme Alain Campbell, il a changé depuis qu'il est allé se rouler dans les dunes californiennes avec le Yamaha YXR 1000, autre engin diabolique à 4 roues cette fois, une sorte de buggy tout droit sorti de l'enfer. On verra ça un petit peu plus tard. Ensuite 4 roues toujours, mais je vous promets beaucoup plus de zénitude et de confort puisque nous prendrons ensemble la route en Renault Talisman. Mais attention, pas n'importe laquelle. Nous avons essayé la version initiale Paris, le haut de gamme, équipé de 4 roues directrices notamment. Et pour se détendre un peu avant de se quitter, et encore que, on retrouvera Maya Camus, le poisson pilote, tout à fait, pour l'essai d'une moto qui a de grandes chances de faire le bonheur des futurs permis A2, la Kawasaki Z300. Ce sera donc en toute fin d'émission. Pour commencer, Maya toujours, elle nous invite, elle aussi en Espagne, près de Valence, pour l'essai de la très séduisante Triumph Street Twin. Here we go, comme on dit là-bas. Dans la famille Bonneville 2016, nous demandons la Street Twin. Plus accessible à tout point de vue que les nouvelles T120 et Truxton, c'est celle qui reste la plus proche du précédent millésime. Pourtant, tout a changé, grâce à une savante recette relevant les saveurs du passé d'une bonne louche de modernité. On apprécie d'emblée la qualité de finition que Triumph a exigée en standard. Un joli feu à LED fait bien sûr son apparition à l'arrière, et l'on découvre au fur et à mesure tous ces petits détails qui font la différence. Les supports aluminium du phare où trône le logo Triumph, les rétroviseurs bimatières, la selle marquée à l'arrière ou encore le boîtier d'injection façon carbu. Les stigmates de la modernité sont bien dissimulés. Le radiateur compact ne se fait pas remarquer et aucune durite disgracieuse ne vient perturber le regard. Les ailettes des cylindres sont bien sûr conservées, les collecteurs d'échappement suivent toujours le même chemin malgré l'imposant catalyseur par lequel ils passent sous le moteur. La serrure escamotée du bouchon de réservoir qui reste tout de même vissée. Réservoir d'ailleurs affiné qui a perdu 4 litres de contenance, 12 litres au lieu de 16 par rapport à la précédente. Signalons la présence d'une prise USB sous la selle, une seconde étant disponible en option guidon et 2 leviers réglables. Sous les yeux, un unique et beau compteur de vitesse analogique, plus un écran numérique avec de nombreuses infos que l'on fait défiler par un bouton à main gauche. Rapport engagé, conso moyenne et instantané, jauge de réservoir et témoin de réserve, horloge, 2 tripes partielles, tout y est. Et désormais les témoins d'ABS et d'antipatinage, celui-ci pouvant être déconnecté grâce au même bouton. Alors ce qui est flagrant sur la nouvelle Bonneville, c'est qu'elle est vraiment pas haute, 750 mm à peu près, et donc vraiment tous les gabarits là auront les pieds bien à plat par terre. Le guidon il tombe bien sous les mains, les jambes sont un petit peu repliées, on n'est pas du tout sur l'avant, même si la position est un petit peu plus sur l'avant que la précédente Bonneville. Enfin une position décontractée, elle n'est pas très lourde non plus. Fait 197 kg à sec. C'est vrai qu'on sent plus trop le poids une fois qu'on a démarré. Après dans les petits enchaînements de virages, on le sent quand même un petit peu. Et puis avec un train avant un petit peu lointain. Petit détail à noter au niveau de l'ergonomie, c'est qu'on a les genoux un petit peu dans le haut des cylindres. Et puis le moteur chauffe un peu, mais bon, rien de dramatique. La Bonneville 2016 se voit dotée des dernières technologies. Anti-blocage et contrôle de traction, mais aussi accélérateur électronique, ride-by-wire et embrayage assisté anti-dribble. Cela permet de profiter pleinement du tout nouveau bicylindre parallèle, 900 cm3, refroidissement liquide, 4 soupapes, Euro 4,
Et il retrouve le calage à 270 degrés des premières Bonneville au lieu du 360 degrés de la nouvelle génération des années 2000. Avec 40,5 kW, il perd 10 kW par rapport au précédent 865 cm3, mais il offre plus de couple et surtout disponible dès les bas régimes avec 80 Nm à 3230 tours minute. C'est pourquoi elle s'appelle Street, cette Street Twin. Elle a vraiment un moteur qui donne tout à bas et à mi-régime. On ne lui fait pas prendre trop de tours, ça sert à rien. Sur route, quand on enroule, c'est pas mal aussi. Bon, peut-être on aurait aimé avoir un 6e rapport pour avoir 3 premiers rapports un petit peu plus courts et avoir un petit peu plus de gouache. Mais ça, c'est un détail en fait, parce que ce qu'on apprécie vraiment, c'est le couple qui arrive tôt et dont on profite tout de suite. Question freinage, c'est pas mal. L'arrière est assez efficace. L'avant, un petit peu mou, mais nettement suffisant en tout cas pour cette moto. Et puis n'oublions pas qu'on a aussi l'anti-patinage, ça c'est toujours bien sur le mouillé. L'anti-patinage il ne se déclenche pas non plus de manière trop intrusive. C'est comme l'ABS d'ailleurs, il est assez soft. Côté confort, les suspensions sont plutôt souples. Après, en route, elles sont pas hyper rigoureuses non plus. De toute façon, on sent que c'est pas une moto sportive. Donc quand on hausse le rythme, ça gigote un petit peu, puis le fourche arrive vite embuté, on n'a pas un gros débattement, mais en tout cas c'est confortable. Et la selle aussi d'ailleurs est très confortable. Par rapport à la précédente Bonneville, si le cadre reste confié à un simple berceau acier, l'empattement est réduit à 1439 mm au lieu de 1490, la jante avant passe en 18 pouces au lieu de 17 et le pneu arrière en 150 mm au lieu de 130. Les pneus Pirelli Phantom Sports Complu vont bien avec un look rétro mais une technologie moderne et permettent de profiter de la garde au sol convenable pour le genre. Côté frein, nous avons toujours un disque avant de 310 mm pincé par un étrier 2 pistons et 255 mm à l'arrière avec un simple piston. Ce qui est sympa, c'est que comme on a fini cette présentation à la nuit tombante, on voit le beau rétroéclairage du compteur, blanc sur noir, super classe. Donc en ville, c'est vraiment un moteur agréable. Et ce qui est bien aussi quand on roule en ville, c'est d'avoir cet embrayage assisté avec un levier super souple. On le sent plus en fait. En revanche, ce qu'on sent un petit peu plus, c'est la boîte un petit peu dure. Peu bruyante. Bon, on s'y fait. La ville, la nuit, ma bonne ville, je suis heureuse. Vous avez aimé la Bonneville, vous allez adorer la Street Twin. Elle a su conserver les petits défauts du genre qui en font tout le charme et en même temps, elle a progressé à bien des égards sans que son tarif en pâtisse. À 8 900 €, elle est même moins chère de 90 € que le précédent millésime et devrait être également disponible pour les permis à deux. Un atout de plus pour permettre aux délicats flemmes britanniques de résister face à l'exubérante concurrence italienne. Le Polaris Slingshot, un véhicule aussi amusant que déroutant aux commandes duquel on ne peut pas passer inaperçu. Non content d'ahurir le passant, cet appareil inclassable donne comme aucun autre la banane à ses passagers. Avant, on connaissait l'auto, la moto et le sidecar, mais ça c'était avant, car depuis le tricycle à moteur s'est frayé une place sur nos routes et dans nos envies. À des années-lumière du Piaggio MP3, le Polaris Slingshot se conduit avec un volant et un passager assis à côté de soi. Au volant, on se prend vite pour un pilote de course, ne serait-ce que par la position basse et allongée. La ceinture de sécurité est à 2 points seulement, mais les sièges baquets vous stabilisent bien en virage et vu les jets latéraux qu'on encaisse, il faut garder la maîtrise de la situation.
Le slingshot, c'est l'éclate absolue. Ni vraiment moto, ni vraiment voiture. Dans le pilotage, ça s'apparenterait plutôt à celui d'un quad. Certains pourraient être surpris par la facilité à faire glisser la roue arrière. Mettre les gaz en grand avec le slingshot réclame de l'audace et de la maîtrise. Mais on peut imaginer conduite plus ludique, même à des vitesses légales. Sous son capot aux formes futuristes, le Slingshot abrite un 4 cylindres atmosphérique de 2,4 litres et 173 chevaux. Avec seulement 764 kg à entraîner, il promet de belles sensations. Plastique lisse aux angles acérés, la finition sans froufrou est celle d'un Ranger Polaris. L'habitacle se veut sommaire, on n'y note aucun superflu. Pas même ce qui semblerait essentiel sur un cabriolet moderne. Ni chauffage, ni vitres, pas d'airbag et même pas de capote. Par sa définition légale, le Slingshot n'est pas soumis à ce genre de tracasserie. La catégorie L5E n'impose même pas le port du casque. Alors quel permis pour conduire cet objet roulant non identifié ? Eh bien A ou B font l'affaire. Contact, une pression sur le bouton du démarreur et c'est parti pour un tour de manège. Suivant qu'on aime se montrer ou se faire plaisir, on le pilotera de façon différente. Si le constructeur ne propose pas, comme c'est la tendance, de choisir son mode de conduite, le conducteur raisonnable saura jouir du couple en enroulant, tandis que l'amateur de sensations ira chercher les 7000 tours entre deux virages. Et là, on est collé au siège. Les performances sont celles d'une Porsche Boxster. Mais dès les basses vitesses, les sensations sont au rendez-vous. Le traction control peu intrusif qui n'agit qu'en virage permet de laisser de longues traces de gomme sur les deux premiers rapports. En l'absence d'anti-dribble, attention à la stabilité lorsque l'unichromotrice reprend son adhérence. En sortie de virage sur les petites routes, on peut drifter comme avec une auto de 400 chevaux. Tout ça à moins de 90 km/h. Et pour les plus audacieux, une commande permet de déconnecter l'anti-patinage pour profiter pleinement de la glisse. Le talon d'Achille, c'est le freinage. La pédale est spongieuse et l'attaque des 3 disques manque terriblement de niaque. Il faut vraiment rentrer dedans et ça c'est plutôt désagréable. C'est un engin de frime, un engin de plage ou alors pour motard pur et dur. On s'y sent comme dans une auto de course. Compteur et contour à aiguille, ordinateur sommaire avec au centre un écran pour la caméra de recul et la radio qui émet dans 6 haut-parleurs étanches. À l'intérieur de la boîte à gants, une prise pour brancher le MP3 et derrière les sièges, 2 coffres fermants à clé d'une contenance limitée. On ne voyage pas avec le Polaris Slingshot ou alors pas très loin. Le confort est plutôt bon, celui des sièges dans le dessin est ergonomique, celui des suspensions qui filtrent bien les petits chocs et n'envoient pas de coups de raquette sur les gros. Tous les roadsters automobiles ne peuvent pas en dire autant. En roulant tranquille, on préfère garder les cheveux au vent juste avec des lunettes de soleil, mais dès qu'on roule vite, le port du casque rassure. Même si la bordure du petit pare-brise gêne un peu la vision, il dévie bien l'air au-dessus de la tête. Facile à prendre en main, le Polaris Slingshot réclame une dose de maîtrise pour se livrer pleinement. Parfait, il ne l'est pas, et comme un roadster anglais, c'est ce qui fait son charme. C'est un véhicule d'un nouveau genre, amusant à l'extrême et sans concession, tant esthétique que dynamique, que rien n'oblige à cravacher, puisqu'il donne aussi du plaisir en mode promenade. Impossible de rêver plus bel engin de drague pour un peu moins de 30 000 €. Un prix comparable à celui d'une Honda Goldwing ou d'une Caterham, suivant sa sensibilité. Yamaha a présenté un certain nombre de nouveautés quad et SSV en cette fin 2015, mais qu'on ne s'y trompe pas, la véritable innovation est bel et bien ce SSV Supersport. Rien qu'à le voir, on frémit déjà. Une carapace agressive et dépouillée, cependant, c'est ce qui est à l'intérieur qui va marquer vos esprits. Mais laissons Stéphane Peter-Ancel se prêter au jeu de la présentation de ce quad Yamaha pour Motor Live. Direction l'Arizona. Bonjour, bienvenue à Glamis, Stéphane Peter-Ancel. Je vous présente le nouveau Yamaha Miele, un nouveau SSV, hyper sportif. Pour moi, c'était la première fois que je roulais avec un tel engin. Alors, quelques caractéristiques assez simples. Tout d'abord, un moteur issu du motoneige, un 3 cylindres de 1000 cm3,
qui est normalement sur les motoneiges avec un variateur, mais là, la grosse nouveauté, c'est que c'est monté avec une boîte séquentielle 5 vitesses façon voiture de course. Première, deuxième, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Donc avec un moteur qui prend énormément de tours puisque la puissance maxi est entre 7000 et 11 000 tours. Donc vraiment très jouissif à faire monter les rapports à très haut régime, donc beaucoup de plaisir. Grosse nouveauté aussi, puisque c'est le premier SSV sportif pour Yamaha, des énormes suspensions Fox, débattement de 400 mm, c'est-à-dire 40 cm de débattement, des amortisseurs qui font d'anthrax à anthrax 80 cm de long, donc vraiment très impressionnant. Tout a été pensé pour que le centre de gravité soit le plus bas possible. Donc bien sûr, il y a cette boîte de vitesse, un différentiel avant, un différentiel arrière, un torque limiteur, c'est-à-dire un limiteur de coupe pour pas, avec les à-coups, casser la boîte. Et donc tous ces éléments sont posés très bas, et ce qui donne un centre de gravité le plus bas possible et une facilité dans les virages déconcertantes. Ce qui est vraiment sympa dans ce genre de véhicule, il y a un nez plongeant aussi. La carrosserie n'est pas haute du tout, c'est-à-dire que lorsqu'on est au volant, assis, on a vraiment un champ de vision qui est quasi comme une moto. C'est-à-dire que là, on va traverser les dunes, mais à aucun moment on se sent dans une voiture fermée avec un champ de vision réduit. Là, c'est comme en moto, une espèce de sensation de liberté. Et en action, c'est tout simplement génial. C'est un petit buggy 4 roues motrices, c'est très proche d'une voiture de compétition, c'est très racé, ça glisse, ça se contrôle bien, ça freine très fort et surtout ça peut sauter les dunes, ça peut faire des figures exceptionnelles. Donc je ne connaissais pas, mais en tout cas j'ai pris énormément de plaisir. Moi qui suis chez Yamaha depuis 27 ans maintenant, j'ai fait tous les Dakar avec Yamaha, toute ma carrière d'enduriste avec Yamaha, donc je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui conduire un 4 roues. Allez, encore quelques détails et on vous laisse embarquer avec Stéphane et Alain dans les immenses dunes de Glamis pour tester ce nouveau Yamaha. Le poste de pilotage, esprit cockpit de rallye raid, a été pensé pour la performance, mais sans oublier le confort avec ses grands sièges baquets, dont la profondeur, mais pas l'inclinaison, est réglable d'avant-arrière sur 8 positions. L'inclinaison du volant est en revanche ajustable. Sous les pieds, il y a 3 pédales. Le pied gauche a droit à un repose-pied histoire d'être bien calé. Et même le passager a droit à sa barre de maintien ajustable. Ça ne sera pas un luxe. La planche de bord comprend des rangements, une instrumentation complète avec même un shift light pour ne pas oublier de passer le rapport. Le frein de parking est situé entre les 2 sièges avec à côté les commandes de 4x4 et d'éclairage et devant le levier de vitesse. Le YXZ1000R est équipé d'une petite benne fixe d'une capacité de 136 kg. Un compartiment étanche est également présent à côté de la benne. Cette fois, c'est parti. Devant moi, il y a Stéphane Peter-Hansel et j'arrive à suivre ses traces. Le nez plongeant de la machine permet de bien suivre la trace, ça c'est super agréable. Là, je regarde mon compteur, on est à 119 km/h. C'est plus qu'impressionnant. Ça bouge pas, c'est facile, hein, ça reste précis sur la trajectoire. C'est bien comme tout. Il y a une bonne répartition des masses par rapport peut-être aux autres machines. Hein. On voit que c'est un produit qui a abouti. C'est un moteur qui procure les sensations d'un autre monde. Hein. Il y a des montées en régime pour qu'on arrive à jongler un petit peu avec la boîte séquentielle. On se croirait au volant d'une machine de course. En plus, il y a un claquement dans chaque fois qu'on passe le rapport, typique aux voitures de rallye raid, hein, c'est bien. Les amortisseurs Fox, ils font leur travail, hein, c'est pas mal du tout. Là, on attaque une petite série de whoops. La machine n'est pas déstabilisée, ça bouge pas. Je pensais que ça allait rebondir un peu vu qu'il n'y a pas trop de poids à l'arrière, mais non, hein, c'est bien comme tout, elle a une bonne motricité.
Sachez que Yamaha Europe a décidé d'importer ce YXZ à compter du mois de janvier 2016 dans sa version non homologuée et dans un premier temps uniquement en jaune 60e anniversaire. Quant à la version homologuée, elle est prévue pour le printemps 2016. Après la nouvelle Clio, la nouvelle Twingo, les Capture, Kadjar et le nouvel Espace, il est temps pour la marque aux losanges de proposer une nouvelle grande berline statutaire pour prendre la relève des Laguna et autres latitudes. Elle s'appelle Talisman. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour l'essai de cette nouvelle Renault, vraiment le haut de gamme de chez Renault, c'est-à-dire la Renault Talisman. C'est vraiment le haut de gamme chez Renault. Tout de suite, vous repérez la patte de Laurens van den Acker, le designer de Renault depuis déjà quelques années, avec notamment cette calandre immense et ce losange surdimensionné qui prend place vraiment au milieu. Et puis autre signe très distinctif maintenant chez Renault qui fait vraiment rentrer cette voiture dans la famille Renault, c'est ce C-shape, c'est-à-dire cette signature lumineuse que l'on trouve à l'avant, mais aussi à l'arrière. On aura l'occasion d'en reparler. Ce que je vous propose, c'est évidemment de monter à bord tout de suite et puis de recueillir les premières impressions au volant de cette Renault Talisman. Bon, la première impression est quand même très bonne. On a beaucoup d'espace. Je crois que c'est ce qui prédomine quand même quand on est à bord de cette Renault Talisman. C'est cette sensation de volume à bord. On sent qu'on va vraiment pas être gêné par son voisin, soit à l'avant. Et puis à l'arrière, c'est pareil, hein, il y a vraiment beaucoup de place, notamment aux genoux. On a une garde-toit, vous voyez, qui est assez importante. Donc même les plus grands pourront, à mon avis, largement trouver leur place. C'est assez facile de trouver sa position de conduite. Alors évidemment, on est dans la Talisman Initial Paris, donc on a la possibilité de régler son fauteuil de façon électrique. En plus, il est massant, il est chauffant, il est tout, quoi. C'est absolument le grand luxe, pratiquement. Et on a ce qu'on espérait en fait de cette voiture qui est censée quand même être le haut de gamme chez Renault, c'est-à-dire cette sensation de confort et puis cette sensation aussi de qualité, de belle finition. Et il y a du bois ici, il y a des cuirs Nappa avec des doubles coutures. Vraiment, c'est très classe à bord. Il y a peut-être juste, moi, les ambiances lumineuses à bord de la voiture que je trouve pas forcément très jolies. Mais bon, ça après, c'est une histoire de goût. C'est pas un problème de la voiture, si vous voulez. En tout cas, il y a une autre chose qui tout de suite frappe quand on est à bord de la Talisman, c'est que là je suis avec le moteur diesel de 160 chevaux, donc un moteur relativement puissant. Il y a très peu de bruit à bord. Il y a un double vitrage avec une partie plastique à l'intérieur des fenêtres, entre deux feuilles de verre si vous voulez. Et il faut reconnaître que c'est très efficace. Et puis une dernière chose qui est très appréciable, notamment dans ce modèle, c'est l'affichage tête haute. Ça donne aussi la vitesse autorisée, ça c'est plutôt bien. Et ça change en fonction par exemple des conditions météo. C'est-à-dire que si vous êtes sur une autoroute à 130 et qu'il se met à pleuvoir, la voiture le repère avec des capteurs et vous indique que la vitesse passe à 110. C'est malin parce que parfois on a tendance à oublier ça. Bon, maintenant reste à savoir ce que ça vaut à la conduite parce que c'est quand même bourré de technologie. Quand on commence à prendre une version avec une haute finition, il y a vraiment beaucoup d'équipements. La Renault Talisman se veut un modèle de sécurité et de confort. On peut regrouper les assistances proposées, parfois en option selon 3 catégories. Pour sécuriser la conduite, elle peut par exemple être équipée d'un régulateur de vitesse adaptatif capable de ralentir la voiture si la voiture qui précède diminue sa vitesse, mais aussi d'un freinage actif d'urgence qui peut stopper la voiture pour éviter une collision. Pour alerter le conducteur d'un danger imminent, la Renault Talisman peut disposer d'une alerte de franchissement de ligne, de distance de sécurité, de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation et d'un avertisseur d'angle mort. Enfin, pour faciliter la vie au volant, elle peut être équipée de l'Easy Park Assist, une aide au parking avant, arrière, latéral, d'une caméra de recul, ou encore de la commutation automatique des feux entre route et croisement en fonction des voitures qui arrivent en face. Mais notre modèle d'essai, en finition Initial Paris, va encore bien plus loin en matière d'équipement pour offrir le meilleur agrément de conduite possible.
La volonté quand même de Renault avec cette Talisman, c'est évidemment pas d'en faire une voiture de course, mais bel et bien une voiture confortable, statutaire, une vraie routière. Je pense que de ce point de vue-là, c'est quand même très réussi parce qu'on est dans une voiture qui est bien assise, où on est bien assis, avec une suspension, un amortissement qui est vraiment plus que correct, surtout avec la suspension pilotée. Pour autant, quand on a envie d'attaquer un petit peu plus, quand on est tout seul peut-être, quand on a déposé les enfants à l'école et qu'on prend une petite route de montagne, on sent qu'on va pouvoir effectivement avoir beaucoup d'efficacité, beaucoup de feeling, et ça aussi c'est très agréable. C'est une voiture qui du coup est assez polyvalente à mon avis. Bon, alors au volant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, grâce notamment au MultiSense, la possibilité de faire varier la dureté de la direction, l'amortissement, la réponse à l'accélération. Donc on se met en mode sport et puis on peut attaquer un petit peu plus dans les virages notamment. Autre chose qui est très intéressante, c'est le système 4Control, qui n'est pas un système donc de 4 roues motrices, mais bien de 4 roues directrices. Alors, quand on est en version sport, on se retrouve avec les roues arrière qui tournent dans le sens inverse des roues avant jusqu'à 80 km/h. Ce qui fait qu'on a une directivité accrue et on prend le virage, on a un cornering, comme on pourrait dire, qui est vraiment très très précis, très incisif. Au-delà, les roues tournent dans le même sens. Et alors là, c'est pareil, à haute vitesse, on a une tenue de route qui est vraiment très appréciable et très confortable. Et puis alors, associé à ce moteur, une boîte EDC à 6 rapports, cette boîte à double embrayage, franchement, pour moi en tout cas, n'appelle absolument aucune critique sur une voiture comme celle-là. C'est vraiment très efficace. Il paraît clair que Renault a travaillé à rendre la Talisman la plus confortable et la plus efficace possible techniquement. Le couple moteur-boîte DCI 160, EDC à 6 rapports est bien adapté à la conduite en bon père de famille. La consommation mixte du bloc Twin Turbo n'a pas dépassé les 6,5 litres au 100 lors de notre essai. Le système Airlink 2 et son grand écran 8,7 pouces est toujours aussi pratique à l'usage, et l'accès au coffre de 608 décimètres cubes est rendu plus facile par l'adoption d'un système d'ouverture automatique. Mais la première raison d'achat d'une voiture, c'est son design. Le rapport carrosserie-vitrage respecte bien la règle des 2/3-1/3 et les roues de 19 pouces renforcent encore le côté musclé de la Talisman. Une nouveauté stylistique est à noter. La Talisman initie une signature visuelle arrière LED qui illumine de rouge le coffre en permanence, impossible de la confondre avec une autre. Reste à évoquer le prix réclamé par Renault pour rouler en Talisman, à partir de 27 900 € en entrée de gamme. C'est un peu plus cher que la concurrence, mais en version initiale Paris DCI 160, elle devient une très bonne affaire face au Peugeot 508, Volkswagen Passat et autres Skoda superbes qui s'échangent à des prix parfois nettement supérieurs aux 41 000 € demandés par la Renault. Le permis A2 a incité les constructeurs à proposer en France des motos de moyenne cylindrée, jusqu'ici réservées à d'autres contrées. Parmi elles, la Kawasaki Z300 met en valeur son gabarit généreux, son look de Z800 et son moteur sportif. Le look et les formes racées de cette petite Z sont très valorisants, même si elle n'affiche que 300 cm3. La forme de l'optique, les écopes de réservoir, le sabot moteur, la selle dédoublée, les disques pétales, on a bien affaire à une Z. L'instrumentation est complète avec compteur de vitesse analogique et un écran numérique où l'on trouve la vitesse, 2 tripes, jauge de réservoir, horloge et témoin de conduite éco. Sa selle à 785 mm et son poids de 170 kg tout plein fait la rendent accessible à tous et très maniable. En ville, on apprécie son rayon de braquage correct, tandis que ses pneus de largeur réduite contribuent encore à sa vivacité. Alors ce qu'on remarque tout de suite sur la Z300, c'est qu'on est bien sur une Z. Alors, on est un peu penché sur l'avant, mais pas trop, et c'est bien ferme. Bon, ça s'outille sur les aléas du bitume, l'amortisseur notamment est bien ferme, et on s'y fait.
Là, c'est un petit gabarit, donc le poids n'est vraiment pas un souci. Et en plus, l'arcade de selle est fine. Ça facilite vraiment de poser ses deux pieds bien à plat à terre. Aucun des deux leviers n'est réglable, mais comme ils ne sont pas trop éloignés, ça ne pose pas de problème aux petites mains. Alors sur cette Z300, on retrouve l'embrayage à glissement limité aussi sur la Ninja, et c'est vraiment très agréable parce qu'il est très souple. Et ça va dire avec la boîte qu'elle aussi est vraiment très douce dans son fonctionnement. Le bicylindre de 296 cm3, issu de la Ninja 300, développe 29 kW à 11 000 tours minute et un couple de 27 Nm à 10 000 tours minute. Sur route, sa légèreté la rend très facile à emmener dans les successions de virages, qu'elle avale avec précision et l'autoroute ne met pas à mal sa stabilité. En revanche, question protection, cela reste un roadster, même si les écopes épargnent un peu les jambes et il faudra adopter la position limande pour soulager ses vertèbres. On a donc un moteur au caractère sportif, qui est un petit peu creux à bas régime, mais qui adore être cravaché, qui est super agréable dans les tours. La zone rouge commence à 13 000 tours, c'est pour dire. Le freinage est confié à un simple disque de 290 mm à l'avant et à un disque arrière de 220 mm, chacun pincé par un étrier 2 pistons, le tout avec ABS en option, très discret au demeurant. Niveau freinage, le frein avant est un petit peu light, mais heureusement le frein arrière est assez puissant. Du coup, on utilise les deux ensemble et c'est largement suffisant. Avec son look aguicheur, sa jolie finition et son moteur au tempérament sportif, la Z300 offre une belle porte d'entrée dans le monde des Z. Facile et efficace en ville comme sur route, elle en donne beaucoup pour sa petite cylindrée, à tel point qu'il serait bien dommage de la réserver au seul permis à deux. Ça va. Allez, c'est première là, vas-y, go. Perds pas la pole. C'est la fin de cette émission, on espère que vous vous êtes régalés. Mais si vous en voulez encore, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur motorlife.tv ou nous lire sur motoservice.com. Très bonne fin de journée à tous, bye. Si vous avez manqué le rébut, oui, ça va être une californienne avec le Yamaha YXC. Hop, un petit peu comme Philippe Campbell, il a changé depuis qu'il est allé se rouler dans les dunes californiennes avec... Un petit peu comme Alain Campbell, il a changé depuis qu'il est...